Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une nouvelle loi organique régit dorénavant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette loi vise à promouvoir la liberté de la presse et permettre à la HAC de relever les défis contemporains de la régulation des médias audio. Le pass vaccinal n'est plus exigé avant de franchir les frontières béninoises. Cette mesure liée au coronavirus a été levée à la grande satisfaction des Béninois. Vous suivrez quelques réactions dans cette édition. Et puis la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux se renforce au Bénin. Une série de formations est initiée, notamment au profit des notaires. À suivre le compte-rendu. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les députés ont adopté la loi portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. C'est à la faveur d'une plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale à l'hémicycle à Porto Novo. Nathalie Doris-Olabi nous fait le point. Présenté par le député Orden Aladati de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, le projet de loi numéro 2022-12 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême a été examiné en plénière par les députés de la 8e législature. Du rapport de la Commission, il ressort que cette loi comporte 124 articles subdivisés en 2 chapitres, à savoir les procédures devant les formations juridictionnelles, qu'il s'agisse des procédures communes ou celles devant la chambre administrative et la chambre judiciaire ou encore les procédures extraordinaires, puis les dispositions transitoires et finales. Selon le même rapport, les règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême sont régies par la loi 2004-20 du 17 août 2007 et donc nécessitent une révision. Cette loi adoptée par les députés va permettre non seulement d'actualiser et de moderniser les procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour, mais également de doter la haute juridiction de moyens permettant certaines corrections en vue de la préservation des intérêts de l'État et des justiciables. Restons à l'Assemblée nationale où les députés de la 8e législature ont également adopté la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'était en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant le gouvernement. Suivant. La loi numéro 2022-13 portant loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est désormais une réalité. Composée de 67 articles répartis en 8 titres, elle a été adoptée à l'unanimité des députés et est relative aux principes généraux, aux attributions, à la composition et à l'organisation, au fonctionnement, aux prérogatives, à la discipline et aux sanctions, aux dispositions pénales et aux dispositions finales. Les discussions relatives à ce projet de loi ont porté entre autres sur la procédure de désignation ainsi qu'à la qualité des membres de l'institution, la disposition de la loi organique concernant les élections, spécifiquement celles inhérentes aux accréditations, la régulation des organes en ligne. En effet, selon l'article 143, alinéa 3 de la Constitution, les membres de la HAC sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Cette possibilité de renouvellement de mandat induit des aménagements indispensables à la cohérence de la loi. C'est donc ce qui justifie l'actuel projet de loi qui gagne en clarté et en précision par les corrections de forme. Tout en proposant la non-révocabilité du mandat des membres de l'institution, il précise les catégories de membres et leurs qualifications. Enfin, il assure la cohérence entre les dispositions pénales prévues et le code de l'information. Ainsi, par l'adoption de cette loi organique, la HAC sera dotée d'une loi organique dont les dispositions conformes à la Constitution lui permettront de relever les défis contemporains de la régulation de la presse. Au nom du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rassure de ce que la HAC sera dotée de moyens nécessaires pour la réussite de sa mission.
Parlons à présent de la levée de cette mesure. Le gouvernement décide de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières en ce qui concerne la COVID-19. L'entrée sur le territoire béninois est donc désormais libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. Une décision fortement saluée par les Béninois. Écoutons quelques-uns au micro de Lenaï Kagbazaou et Michel Eboué. J'encourage beaucoup le gouvernement, le fait d'annuler le test Covid, parce que ça nous crée beaucoup de problèmes. Quand on est à l'extérieur, toutes les fois, on nous demande de le faire pour rentrer. C'était tellement compliqué d'arriver à l'aéroport. Je voudrais que les autres pays aussi fassent comme le Bénin. Je suis ému, j'ai appris la nouvelle, je suis ému, c'est bien. Cette nouvelle facilite un peu la tâche à certaines personnes qui désirent entrer et qui n'ont pas les moyens pour payer ses frais. À l'annonce de la nouvelle, nous avons été très contents parce que ça évite certaines contraintes et ça permettra la libre circulation des personnes. Si on doit dire quelque chose, c'est tirer un coup de chapeau au président de la République et à tout son gouvernement. Et nous avons vu dans les autres pays que vraiment ça a été mal géré, mais au Bénin, tout le monde nous a félicités. C'est une très bonne décision prise par le gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que notre gouvernement fait partie quand même des pays qui ont le mieux géré cette crise de Covid-19 au monde. Et ceci permettra aussi d'encourager les voyages à destination de notre pays et participer aussi à la promotion du tourisme. Et aussi, c'est l'occasion pour tout le monde de se faire vacciner parce que la vaccination collective nous permet quand même de développer une immunité collective. Donc, c'est vraiment salutaire cette décision qui est prise. Les gens vont quand même venir abondamment. Vous savez, ces tracasseries, les tests, etc., ça complique un peu. Donc, à partir du moment où il y a la suppression de cette mesure, ça nous facilite. Voilà. J'espère bien que d'autres pays vont suivre ce chemin, voilà, pour faciliter les choses. Je remercie beaucoup Monsieur le Président Patrice Talon parce que vraiment le Bénin est devenu un pays exemplaire. Ça a beaucoup changé. J'ai aimé quand même. Donc soutenons-nous vivants pour que le Bénin avance plus. Voyons à présent cette lutte qui se renforce, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La cellule nationale de traitement des informations financières a dirigé l'appui du PALERED avec une série de formations. Objectif, renforcer la capacité des notaires des acteurs concernés dans la compréhension et la mise en œuvre de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Marcela Rossi et Daniel Ada pour le point. Lorsque vous ne respectez pas les dispositions, l'image de votre pays est détériorée, ainsi que l'image de vos institutions respectives. Martial Adjaï espère, près la Cour d'appel de Cotonou, réglementation bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux vient de boucler ses sessions de formation. Avocats, experts comptables et notaires ont été ses apprenants. Je salue la participation effective et assidue des bénéficiaires des présentes formations, sans oublier le facilitateur dont l'expertise a été bien appréciée selon les évaluations des participants. Ça nous permet d'être informés sur les éventuels pièges que nous pourrons rencontrer à l'occasion de l'exercice de notre profession. Les conclusions de l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auraient révélé l'absence de mise en œuvre des mesures préventives par la quasi-totalité des entreprises et professions non financières désignées. La Corporation des experts comptables est une des entités importantes dans ce dispositif qui est prévu pour lutter contre le blanchiment du terrorisme. Il était donc nécessaire que les confrères soient informés des risques que nous encourons tous les jours dans l'exercice de nos missions. La cellule nationale de traitement des informations financières n'est pas un instrument de tracasserie des citoyens qui gagnent leur argent au prix de leurs efforts, mais plutôt une sentinelle de la bonne gouvernance. Il est à souhaiter que la formation des notaires
des avocats et des experts comptables qui s'achèvent aujourd'hui puissent contribuer qualitativement et quantitativement à la déclaration des opérations suspectes. Les risques connus restent à mettre en place les outils nécessaires pour la lutte permanente et efficace. Voyons à présent ces clarifications contre les allégations de fonds Covid dépensés mais non justifiés. Le gouvernement s'inscrit en faux. 2 ministres et le porte-parole du gouvernement étaient hier face à la presse pour expliquer les tenants et aboutissants de l'audit qui est objet de toutes les polémiques. Le compte-rendu de la rencontre avec Jean-Claude James et Brice Thibozo. Sur les réseaux sociaux, la gestion de la crise de Covid-19 aurait coûté au Bénin plus de 453 milliards de francs CFA, mais le rapport définitif de la Cour des comptes affiche 317 milliards, un montant avec des justifs évoqués par ses émissaires du gouvernement. En prenant le rapport de la Cour des comptes, en page 15-16, la Cour dit il y a eu 453 milliards de dépenses, j'ai vu une partie, et il y a 385 que je n'ai pas vu. Mais en page 46, on lit du rapport qu'en fait, c'est 317 milliards, ils ont vu 67 milliards, donc c'est 249 milliards de dépenses. Qu'est-ce qui explique l'écart dans le même rapport de la Cour, en page 15, où ils ont dit le montant total des dépenses, c'est, je vais être précis, 453 milliards 564 millions de francs, et en page 46, 317. Mais la raison est toute simple. Nous avons saisi la Cour des comptes par courrier daté du 31 décembre 2021. Vous êtes d'accord avec moi que le courrier, les justificatifs préparés le 31 décembre, dans l'absolu, n'avaient pas les dépenses du jour du 31 décembre. Dans les éléments qui ont circulé sur les réseaux sociaux, les gens sont restés sur le début du rapport qui a fait état des éléments estimatifs donnés. Or, la Cour même indique plus tard dans le rapport, etc. Du coup, les cas de 387, la Cour même ne les reconnaît pas. Dans ce document, une autre interrogation s'invite dans le débat. Pourquoi le coût d'un même produit diffère d'une époque à une autre? En matière d'économie d'échelle, que le gouvernement a eu à acheter des réactifs pour 8 000, alors que soit 3 ou 4 mois après, on les a achetés pour 3 000 francs. Je voudrais insister sur le fait que dans la démarche que le gouvernement a à entreprendre, dès qu'un réactif apparaissait et était concluant, validé par l'OMS, nous nous positionnons dessus. Avec l'accompagnement et la validation des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale. Et c'est ainsi que nous avons lancé, dès qu'un réactif est apparu, nous avons lancé l'acquisition automatiquement. Et en matière de réactifs, il faut savoir qu'il y a la qualité des réactifs et le nom des laboratoires. Et dans le contexte, des pays ont fermé les verrous et ont demandé à ce que leur territoire soit d'abord totalement approvisionné avant que les laboratoires ne puissent exporter ces réactifs. C'est cela qui justifie que certains laboratoires ont dû livrer malgré eux, au-delà des délais. Et dans l'intervalle, on peut avoir un nouveau réactif qui apparaît, qui nous paraît également concluant. Et le gouvernement a positionné ses jalons un peu partout pour vraiment, comme l'a dit le ministre des Finances, nous assurer que nous allons pouvoir sauver la population dans ce contexte. Chacun sait, sur les marchés, la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de la disponibilité, alors que la demande est forte, plus ça coûte cher. Peut-être qu'on aurait fait exactement comme les auditeurs souhaitent qu'on fit, que certains parmi nous ici ne seraient pas présents parce qu'on aurait payé un lot tribut à la Covid-19, qu'on aurait dénombré non pas les centaines ou les dizaines de morts qu'on a eu, mais peut-être des milliers de morts. Au chapitre des justifications, 2 exemples. Dans les informations que nous avons transmises à la Cour, pour nous, à partir du moment où on a donné les justificatifs que nous avons sorti l'argent du Trésor pour envoyer vers les opérateurs pour payer, on a donné les justificatifs. La Cour, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la liste des personnes bénéficiaires et ont appelé pour demander s'il y a 1 an, 1 an et demi, ils ont reçu du soutien de l'État. Est-ce que vous avez la propension à dire oui, même si vous l'avez reçu? Pour plusieurs raisons, vous allez avoir tendance à dire non. Donc même la démarche est contestable. On se réjouit aujourd'hui que
la fourniture, la production de l'ensemble des informations et leur analyse a abouti à un rapport qui dit qu'il n'y a pas d'anomalie. Selon les autorités, le gouvernement a opté pour la transparence et bientôt le rapport de l'audit sera mis à la disposition des citoyens. Et ce bilan positif, l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF a tenu son assemblée générale nationale statutaire, occasion pour les délégués venus des 12 départements du Bénin de passer en revue les activités menées par l'association pour le bien-être de la famille au cours de l'année écoulée. Nathalie Dorisso-Labi et Brice Rombois pour le point. Cette Assemblée générale nationale statutaire est une activité prévue par les tests de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Elle vise à faire le point des actions menées l'année écoulée et à prendre des décisions efficientes en vue de maintenir l'image de leader qu'elle s'est imprimée en matière de santé de la reproduction. Cette position que nous occupons aujourd'hui dans notre domaine d'action, qu'est la santé de la reproduction, est le fruit d'un travail acharné, étalé sur plusieurs années, qui a pour socle les bonnes décisions que nous avons toujours su prendre. Des décisions dont l'un des fruits s'est traduit par le vote de la nouvelle loi modificative et complétive sur la santé sexuelle et reproductive. Ce succès obtenu caractérise notre importante et formidable lutte pour l'amélioration des conditions de nos populations, afin qu'elle rime avec notre vision, qui est d'atteindre un Bénin où chacun jouit pleinement et sans discrimination de tous ses droits, notamment en santé sexuelle et reproductive. Depuis donc un demi-siècle déjà, l'ABPF œuvre aux côtés de l'État béninois dans le domaine de la santé et des droits sexuels. Le thème retenu pour cette 27e Assemblée générale nationale est « Notre environnement et les droits en santé sexuelle et reproductive ». Les acteurs de la mise en œuvre et les parties prenantes du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin échangent sur le contenu du projet et les stratégies de sa concrétisation. Les cibles, résultats attendus et objectifs sont entre autres les préoccupations de la rencontre. C'est ce que nous dit Mirabel Akpaki dans ce reportage. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants du Bénin Procès est mis en œuvre par le gouvernement en décembre 2021 pour régler les conflits liés à la transhumance entre agriculteurs et éleveurs. Après quelques mois, il paraît capital de présenter et partager le contenu du dit projet avec les parties prenantes pour une meilleure compréhension. Le gouvernement du Bénin a amorcé une série d'actions visant à opérer une transformation durable des systèmes d'élevage. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER, financé conjointement par le gouvernement du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin vient à point nommé pour contribuer à créer un cadre sécurisé, apaisé et propice à la pratique de l'élevage, tout en assumant la mutation vers les normes requises en la matière. Le projet de sédentarisation du troupeau de ruminants au Bénin s'inscrit dans la dynamique actuelle qui consiste à limiter les mouvements des animaux afin de réduire les récurrents conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ce projet permettra de garantir l'accès des troupeaux aux ressources pastorales. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants du Bénin est mis en œuvre dans 11 départements. 42 communes en bénéficient. Après la rencontre de Cotonou, c'est à Parakou que ces différents acteurs vont se retrouver pour le même exercice. Voyons cette nouveauté. 2 projets voient le jour pour améliorer la valorisation des recherches et innovations universitaires. Le projet Hervry UAC et le projet Vabrinov. Ils ont été lancés, ces 2 projets, mercredi à l'université d'Abomey-Calavi sous les yeux de notre reporter Ola Rodrigue Babagweto. Suivez son compte-rendu. Une désolation longtemps nourrie prend fin chez cet enseignant-chercheur.
Aimé Bokonoganta ne manque pas de mots pour exprimer sa joie après une matinée comme celle-ci, espérée depuis des années. Mon impression est très bonne. Mon impression est très bonne parce que, au-delà des publications scientifiques que nous faisons, il n'y a pas eu vraiment d'effort pour breveter, je dirais, ces résultats de recherche que nous avons. Désormais, la donne change grâce à 2 projets lancés ici. Le projet RVRI-UAC vise à renforcer le dispositif de valorisation de la recherche-innovation à l'université d'Abomey-Calavi avec à la fin 20 chercheurs, auteurs d'inventions, accompagnés à la protection de leurs produits. 360 acteurs vont être formés dans le domaine de la valorisation des résultats de recherche grâce au projet Vabrinov qui vise un diagnostic du système d'innovation et un renforcement des capacités des acteurs de recherche sur la valorisation et la protection des innovations au Bénin. Si nous ne brevetons pas tout ce que nous avons comme innovation, comme technologie au consort, nous risquons d'être rattrapés et on risque de nous voler la plupart de nos idées. Les gens ont le sentiment que le financement de la recherche est un financement non productif. Il y a un fossé entre la recherche et les investisseurs. C'est ce fossé-là que nous devons combler. Le coût global de ces 2 projets est d'environ 230 500 000 francs CFA. Ils sont portés par l'initiative Variwa, un programme financé par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Le financement dont l'AUF nous appuie facilitera la mise en œuvre d'une importante activité inscrite dans le plan stratégique de l'UAC et fort logiquement dans le programme de gouvernance de l'équipe rectorale. Ces 2 projets marquent un pas de plus dans le processus de création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Autre actualité ce soir, la phase écrite du BEPC, session de juin 2022 a pris fin hier mercredi. Tout s'est passé dans une ambiance sereine. Estelle Pazot et Yves Godopessi ont bravé la pluie pour faire le constat que voici dans 2 centres de composition de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez. Dans le silence de la pluie, cette candidate résout les dernières équations de son épreuve de mathématiques. Dans 1 heure environ, elle devra, comme ses camarades, rendre sa copie. Dans ce centre de composition d'Abomey-Calavi, cette dernière journée, de même que les 2 premières, s'est déroulée sans incident. Du début jusqu'à aujourd'hui, les statistiques du centre n'ont pas changé. On est heureux de partager avec vous qu'il n'y a pas eu d'abandon. La dernière épreuve va finir tout à l'heure. Alors on a 625 candidats inscrits au centre Saint-Mathieu 1 de Tankpé. De ces 625 candidats, on a 291 garçons et 334 filles. Il y a eu 4 absents garçons, 4 absents filles. C'est l'heure. Les surveillants ramassent les copies. Pendant qu'ils sont occupés à faire le compte, ça discute chez les candidats. La composition écrite à peine finie, ils espèrent tous la réussite au bout de l'effort. Moi, j'ai bien travaillé dans toutes les matières. Je n'ai pas trouvé de difficultés à un niveau. J'ai bien travaillé à mon niveau et j'espère que je serai admis au BPC. Ici, comme dans cet autre centre de composition, les candidats ont bouclé la phase écrite avec l'espoir d'avoir dans quelques semaines le BEPC en poche. Au centre de composition du CG Bopa, dans le département du Mono, les candidats à l'examen du BEPC sont restés confiants et rassurants au terme de la phase écrite de cet examen. Pour beaucoup d'entre eux, les épreuves sont abordables. Ils s'expriment ici au micro de Patrick Ayadji et François Zinsou. Toutes les épreuves étaient abordables. Je les ai trouvées faciles, même si à quelques moments j'ai eu quelques doutes. J'ai su tirer mon épingle du jeu et je suis sûre d'avoir mon BEPC. Les épreuves difficiles, il y a toujours les épreuves qui viennent, comme la mathématique, la physique. Comme les épreuves faciles, on peut citer la communication, la lecture, les langues latines, espagnoles comme allemand. À la fin de tout ça, je suis confiant de tirer mon épingle du jeu, d'avoir le BEPC cette année. La première épreuve, je suis très stressée, mais quand j'ai commencé de traiter l'épreuve, je suis plus stressée. Ça s'est bien passé pour les épreuves. Je promets à mes parents, je vais décrocher mon BEPC. Les épreuves sont abordables.
et nous espérons. Nous demandons pardon aux correcteurs de vouloir bien voir et corriger pour que nous serons à leur place demain aussi. Voyons à présent les préparatifs du Hajj. Le Hajj, qui est le grand pèlerinage à la Mecque, est l'un des 5 piliers de l'islam. Pour le fidèle musulman, il est d'une importance capitale et pour sacrifier à cette tradition, le musulman doit se préparer et ce pendant longtemps. Pour certains, cette préparation prend en compte le budget. Combien coûte d'ailleurs le pèlerinage pour le fidèle musulman? Ariane Da Silva et Bernard Dioboué ont rencontré 2 musulmans qui ont déjà fait l'expérience du Hajj. Pour en parler, suivez le reportage que voici. Avant 1976, la Mecque était peut-être à 100 000 francs. L'aller-retour avec avion, même avant même les 100 000, il y avait la Mecque de 50 000. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et il faut prévoir quelques millions de francs CFA pour accomplir son Hajj. Et le budget prend en compte plusieurs charges. Il faut garantir d'abord la subsistance de la famille. Donc tu mets l'argent à la maison, même le montant qui vont immoler le jour de la fête de Tabaski, et vous garantissez ça également. Garantissez le montant que vous allez immoler à la Mecque, garantissez les habits que vous allez porter, l'établissement des passeports, tout ça là, et les taxes à payer en Arabie Saoudite. Et maintenant, ce qui va vous ramener à la maison, vous devez garantir tout ça là. Avant, avec 2 millions, quelqu'un peut aller à la Mecque, un minimum. 1,3 million, 1,4 million pour le billet et l'hébergement. 500 000 francs dans votre poche pour vos petits besoins. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Nous sommes allés aujourd'hui à 3,4 millions. Je crois que dans la sous-région, le Bénin est encore moins cher que les autres pays. 3,4 millions, ça ne suffit pas. Chacun a ses besoins personnels en dehors de 3,4 millions. Il faut avoir au moins 2 millions, voire plus dans sa poche. Pour aussi bénéficier de cette récompense, des fidèles musulmans sans grands moyens optent pour l'épargne. Ils font des cotisations selon leurs petits moyens. Après 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça se cotise chez eux et ils vont à la Mecque. Les gens font ça. Des fois, même avant, les gens cotisaient chez les convoyeurs. Mais tout ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il ne faut pas aller vous endetter parce que vous voulez aller vous rentrer à la maison de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Donc ce n'est pas un péché de ne pas aller parce que leur argent n'est pas suffisant. Ce n'est pas un péché. En plus de toutes les dispositions financières à prendre, le fidèle musulman candidat au Hajj doit s'assurer de son parfait état de santé et se purifier avant le grand pèlerinage. Eh bien, c'est une première à Cotonou. Le 25 juin, Cotonou et Lomé seront les capitales de la première édition de Django Rally, un événement d'intégration sous-régionale où les véhicules de luxe vont offrir le spectacle durant un voyage découverte. Les organisateurs étaient ce matin devant les hommes des médias à Cotonou pour partager avec eux les objectifs. Jean-Claude James et Vitis Tchaïpé. Django Rally, première édition. Un rendez-vous des véhicules de luxe. Le groupe Yoka crée l'événement. Une initiative aux allures panafricaines. C'est effectivement un événement panafricain d'intégration sous-régionale. C'est un événement touristique qui permet aux différents participants, aux propriétaires de véhicules de luxe, de pouvoir sortir leurs véhicules qui souvent ne sortent pas assez dans nos sous-régions, de travailler sur le relationnel, de rencontrer d'autres personnes d'autres pays, de découvrir certaines localités. L'As Cotonou Anéro Lomé, environ 300 km à parcourir à bord d'une voiture de prestige qui allie puissance et confort. Le voyage est tout sauf une course. Le cortège sera accompagné des autorités publiques, motards ou véhicules. Donc on va assurer la sécurité de ce côté-là, que ce soit les vitesses, les limitations de vitesse dans les villages ou les distances de sécurité. On veut rassurer que ce n'est pas une course automobile, c'est plutôt passer un moment agréable, une journée agréable à découvrir l'arrière-pays de la sous-région, en tout cas entre le Togo et le Bénin. Prendre du plaisir à conduire et à passer du temps sur des véhicules prestigieux et le plaisir des yeux pour les spectateurs de pouvoir découvrir, on va dire, la haute couture de l'automobile. Les organisateurs attendent pour cette première édition une trentaine de participants. La liste est toujours ouverte au 66 81 20 62. On a besoin de beaucoup de partenaires, ceux qui ont des véhicules de luxe chez eux à la maison ou les conceptionnaires des véhicules. C'est
l'occasion de faire connaître le véhicule et c'est l'occasion aussi de découvrir un peu l'Afrique du Bénin jusqu'au Togo. Et après, ça va s'élargir jusqu'en Côte d'Ivoire, du Nigeria, tout et tout. Donc, je pense que moi, je vais faire appel à tous les partenaires, à tous les sponsors pour dire, il n'est pas encore tard. On ne sait jamais, à la dernière minute, ils peuvent encore réagir pour venir accompagner ce projet, qui est un super projet. Django Rally, une parade sportive comme aucune autre. Voilà, rendez-vous est pris, nous y serons. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ariane, plutôt Rebecca Kinjaondé à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.